démarre avec l'actualité, c'est ce référendum. Donc, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron serait tenté de convoquer un référendum le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? L'idée d'un référendum en soi, pourquoi pas? La question, c'est un référendum quand et un référendum sur quoi? Sur quel sujet on sait à peu près si ça a lieu le 26 mai. Est-ce que ça a du sens de le faire le jour des élections européennes, quand Emmanuel Macron nous a dit depuis 1 an et demi que les européennes étaient un sujet absolument essentiel, que l'Europe était un sujet fondamental, et il va essayer donc d'occulter en quelque sorte le grand débat européen, qui est un vrai débat. Il défend le fédéralisme, nous on défend l'Europe des nations, c'est deux visions qui s'affrontent. Et en fait, ce débat européen va être totalement parasité par un référendum qui porterait de surcroît sur des questions institutionnelles. Parce que c'est ça le sujet. Est-ce que ça a du sens de faire un référendum? Les questions proposées pourraient être issues du grand débat national. Hein. Oui, mais on voit bien... Écoutez, moi, je ne juge pas de ce qu'il y aura dans le référendum, s'il y en a un, mais on voit que l'idée derrière, c'est de nous refourguer, en quelque sorte, ce qui était dans sa réforme constitutionnelle, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires, c'est-à-dire peut-être une dose de proportionnel, peut-être une dose un peu homéopathique, d'ailleurs, de proportionnel, peut-être la reconnaissance du vote blanc. Tout ça, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce que vous dites? Que les vraies questions ne seront pas posées? Celles sur la fiscalité, le pouvoir d'achat, c'est ça? Encore une fois, moi, je ne juge pas de ce qui sera décidé, mais il y a des grands sujets fondamentaux sur lesquels les Français veulent s'exprimer. La question du modèle économique, la question du libre-échange transcontinental qui aboutit à des inégalités très profondes, qui aboutit à de la concurrence déloyale, la question migratoire qui est un grand sujet tabou en France. Les Français veulent pouvoir s'exprimer sur la question de l'immigration et sur toutes ses conséquences. La question de l'Europe, mais au sens large, c'est-à-dire quelle Europe? Est-ce qu'on continue avec les pouvoirs considérables de la Commission européenne contre les nations? Ça, c'est les sujets sur lesquels les Français voudraient pouvoir s'exprimer. Alors c'est plus compliqué à mettre dans un référendum. Un référendum est quand même régi par des règles. C'est plus compliqué, certes, les questions. Mais c'est pour ça que si c'est une opération de communication d'Emmanuel Macron pour faire croire qu'il entend les Français en passant quelques réformes institutionnelles qui font largement consensus et qui pourraient être adoptées très facilement par une simple loi ou par le Congrès, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vous dites que c'est une opération de communication? Je le crains comme le grand débat. Le grand débat, ça a commencé, il nous dit on va faire un grand débat, on va pouvoir parler de tout, et puis il ferme toutes les portes au fur et à mesure, et on s'aperçoit finalement qu'il ne fait qu'expliquer sa politique, il a le droit de le faire, c'est pas illégitime, il fait de la pédagogie, comme il dit, en expliquant le sens de son projet, mais ce que les Français attendent, c'est un changement de cap. Aujourd'hui, s'il y a 80% ou 70% des Français qui sont en désaccord avec sa politique, ça nécessiterait qu'il change d'orientation, et ça, il ne veut évidemment pas le faire. Mais qu'on comprenne bien, vous ferez campagne sur la politique européenne d'Emmanuel Macron. Vous ne ferez pas des élections européennes un référendum pour ou contre Macron sur le plan national. Nous, on respectera ce que les Français veulent faire de cette élection. Ils auront évidemment l'occasion de dire ce qu'ils pensent aussi de la politique d'Emmanuel Macron d'une manière générale. Et encore une fois, il n'y a pas de distinction très nette entre les orientations politiques européennes et ce qui se passe aujourd'hui en France. On voit bien que l'austérité imposée, les choix budgétaires... Aujourd'hui, on n'a plus de souveraineté budgétaire, on n'a plus de souveraineté ou peu de souveraineté législative. Emmanuel Macron veut même nous priver de notre souveraineté dans les fonctions régaliennes puisqu'il veut une armée européenne. Moi, je ne veux pas que demain, ce soit Jean-Claude Juncker qui décide d'aller verser le sang des soldats français. Voilà. Et donc, finalement, tous les sujets, aujourd'hui, sont à la fois des questions de politique intérieure et évidemment des questions européennes. Marine Le Pen sera reçue par Emmanuel Macron mercredi. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Écoutez, je pense qu'elle le dira en temps utile, mais il y a beaucoup de choses à dire. Comment sortir de cette crise très profonde? Comment faire en sorte que les Français se sentent à nouveau écoutés et respectés? La crise démocratique d'abord. Il faut un vrai mécanisme de démocratie directe. C'est le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. Il faut aussi une vraie démocratie représentative qui n'existe pas en France. On parlait d'Europe, dans les 27 autres pays d'Europe, enfin 26 si on considère que la Grande-Bretagne est en train de sortir, eh bien, il y a partout la proportionnelle aux élections législatives. Aujourd'hui, on a le scrutin majoritaire qui fait qu'Emmanuel Macron peut se permettre un exercice sectaire du pouvoir parce qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui ne correspond absolument pas à la réalité du pays. Tout ce qu'il propose, c'est une toute petite dose de proportionnelle. On va finir sur les européennes et surtout sur votre bilan, puisque Nathalie Loiseau, chargée des affaires européennes au gouvernement, pose cette question. Le Rassemblement national est le premier groupe de députés français, vous le présidez d'ailleurs, depuis 5 ans. Quel bilan? Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, Nathalie Loiseau, son bilan à elle, ce serait intéressant d'en parler.
puisqu'elle est, je crois, le ministre qui a la plus faible notoriété de tout le gouvernement. Elle est très appréciée en Angleterre. Oui, enfin, les Français ignorent totalement l'existence même de Mme Loiseau, donc elle ferait bien de s'interroger d'abord sur son propre bilan. Alors, sur votre bilan, puisqu'elle dit que vous avez un double discours. Vous avez un discours en France et des votes contre à Bruxelles. Elle connaît manifestement assez mal les questions européennes, donc elle devrait s'y pencher. Nous avons une parfaite cohérence dans les positions de vote qu'on a prises à Bruxelles et à Strasbourg et dans notre discours à Paris. On ne peut pas en dire autant des autres. Alors, elle dit que vous avez voté contre la réforme du détachement des travailleurs, alors que ça, c'est pas votre discours, que vous votez contre le renforcement de la transparence en matière d'impôts, alors que c'est vrai que vous prenez la lutte contre l'évasion fiscale. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, pas du tout. Notre travail législatif, parlementaire, il a consisté à défendre nos positions. Alors, c'est pas celle de Mme Loiseau. Sur le détachement des travailleurs, nous considérons que le texte qui avait été présenté par Mme Morin-Chartier, qui consiste à modifier à la marge la directive détachement des travailleurs, ça ne va pas du tout, parce que le problème du paiement des charges sociales dans le pays d'origine, ce qui crée la concurrence déloyale, eh bien, ils n'y ont pas touché. Emmanuel Macron a fait la tournée des capitales d'Europe de l'Est, il a été à Sofia, à Varsovie, à Budapest, il n'a rien obtenu, absolument rien. Et donc nous voulons l'abrogation pure et simple de cette directive détachement des travailleurs. Et sur la transparence financière, pas de contradiction, selon vous. Nous ne voulons pas que les institutions européennes nous privent de notre souveraineté nationale dans des domaines absolument fondamentaux. Donc nous, on est d'accord pour défendre un certain nombre de coopérations à l'échelle européenne, mais on n'accepte pas de se faire dépouiller par Bruxelles de nos prérogatives essentielles. Emmanuel Macron va cet après-midi à Évry-Courcouronnes en banlieue, jeudi en Saône-et-Loire. C'est bien au fond qu'il aille voir les maires, qu'il aille voir les populations des différents territoires. Oui, mais vous savez, il y a des campagnes électorales en France, tous les 5 ans, pour la présidentielle et législative, et puis il y a le moment où on exerce la responsabilité. Mais justement, on reproche aux élus d'aller serrer les mains en campagne, et puis on ne les revoit plus pendant 5 ans. Non, mais Emmanuel Macron, il multiplie les déplacements de terrain, mais sans que ça ait la moindre incidence sur la politique qu'il mène. Il essaye de faire croire qu'il prend en compte les préoccupations de nos compatriotes. Alors il multiplie comme ça les initiatives, le grand débat national. Mais quel changement? C'est-à-dire quel changement sur la ligne politique qu'il défend? Absolument aucun changement. Encore une fois, il y a des grands sujets, l'économie, l'immigration, l'Europe. S'il tenait compte de ce qu'il entend sur nos territoires, s'il tenait compte de ce que disent les Français au travers des enquêtes d'opinion, de ce qu'ils lui expriment parfois vivement lorsqu'il se déplace, eh bien on pourrait dire c'est utile. Mais là on a le sentiment que vous trouvez ça bien qu'il aille en banlieue cet après-midi à la rencontre de cet électorat, de ces maires? Il peut aller partout, et je dirais même il doit aller partout. Mais s'il y va pour ne tenir aucun compte de ce qu'il entend, je pense que c'est parfaitement inutile. Les Gilets jaunes, donc, c'était l'acte 12 ce week-end. Un besoin de mobilisation. Il y a eu des blessés les 2 week-ends avant. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête maintenant? Non, mais les Gilets jaunes, ils ont une légitimité. La légitimité à manifester. Je sais que le gouvernement, aujourd'hui, essaye de restreindre cette liberté de manifestation, notamment avec la loi anti-casseurs. Vous êtes contre la loi anti-casseurs? Oui, on est contre... les députés du Rassemblement national voteront contre demain? On est contre les casseurs, contre la racaille, contre les pillards qui ont parasité ce mouvement des Gilets jaunes. Ne pas voter mais ce texte, en réalité, il ne change rien. Aujourd'hui, il y a des textes, il y a une loi pénale qui n'est pas appliquée ou qui est mal appliquée, qui permet de mettre hors d'état de nuire les casseurs. Mais le texte du gouvernement, ça va donner un pouvoir considérable à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, pour préventivement interdire des manifestations ou interdire des groupes, sans qu'ils soient clairement définis, de manifester. On voit que c'est attentatoire aux libertés publiques. C'est toujours pareil, on a le prétexte sécuritaire qui sert à restreindre les libertés publiques et les libertés individuelles. Donc nous, on n'accepte pas ça, et puis on voit bien que c'est une loi qui est faite il y a des garanties, des recours pourront être faits. Oui, mais a posteriori. Devant le juge. C'est-à-dire qu'on va interdire les manifestations et ensuite vous pourrez faire valoir vos droits et avec une décision de justice qui interviendra des mois et des mois après. C'est pas l'idée que mais les commerçants, il y a des les recours qui peuvent être faits avant. Les gens qui souffrent de ces mouvements-là, qui sont aussi vos électeurs pour le Rassemblement national. Les Gilets jaunes, pour l'immense majorité d'entre eux, sont parfaitement pacifiques. Le problème, c'est que vous avez vu la baisse, a vu les moyens de la police le reportage et de la dans le journal justice, tout à l'heure, la baisse de chiffre d'affaires pour la plupart des commerces. Les moyens de police et de justice, et ça c'est la responsabilité des politiques, du gouvernement, de M. Castaner, ont été totalement mobilisés contre les Gilets jaunes pour étouffer ce mouvement, pour le diaboliser, pour le maltraiter, le malmener. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a la racaille et les casseurs qui ont pu s'en donner à cœur joie et qui souvent n'ont pas été inquiétés et souvent en plus sont quasiment des professionnels de la casse, donc sont extrêmement mobiles, donc ne subissent pas du tout les forces de l'ordre de la même manière. Il faut frapper durement
ceux qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes et qui essayent de parasiter ce mouvement, mais respecter le droit de manifester, entendre ces Gilets jaunes. Ils ont le droit de manifester.